Bon, c'est pas évident. Je vais pas vraiment faire une synthèse de tout ce qui s'est dit, parce que ça va vous embêter encore. À cette heure-ci, c'est pas le meilleur moment. Juste, j'ai pointé quelques éléments qui me semblent sortir des échanges ou qui moi, m'ont posé question. D'abord, donc la première table, ou la première partie sur les réseaux sociaux. Donc, on a eu une introduction là, par Kongsa qui ouvrait le champ sur l'utilisation des réseaux sociaux de manière assez large, tout ce qu'on pouvait en faire dans les musées. Et après, par contre, la table ronde a été assez focalisée sur un point de vue de l'utilisation des réseaux sociaux qui était autour plutôt des finalités de marketing, de notoriété, d'audience. Souvent, les gens qui étaient là étaient plutôt rattachés à la com ou aux éditions dans des logiques de valorisation, notion de conversion. Donc on était sur un registre des réseaux sociaux, alors qu'il y a beaucoup d'autres utilisations des réseaux sociaux qui existent, qui sont faits, qui posent question. Question que comment doit-on concevoir autrement une exposition à l'heure où les internautes peuvent contribuer via Internet à cette exposition. Donc il y a des choses qui se font. Il me semble que c'est des questions qui sont intéressantes, qu'il faudra un jour aussi aborder. Néanmoins, autour de la table, il y a eu plein d'approches sur ces expériences qui étaient quand même intéressantes, intelligentes. J'ai noté l'approche du LAM qui déléguait du community management à des étudiants donc pris dans les communautés qu'il fallait cibler. C'était eux qui faisaient le community management derrière pour aller propager la notoriété de l'événement. Voilà, le genre d'exemple très, très fin de ce qu'on peut faire avec ces outils. Après, sur cette matinée, il y avait aussi une chose qui ressortait, c'était la question des contenus. Oui, mais quand on a des contenus, les droits seront-ils libres pour les utiliser dans les logiques de réseaux sociaux? Donc, certaines réponses sont apportées soit en produisant des contenus qui sont prévus pour cela, soit en intégrant des dynamiques originales avec Wikipédia, les Wikimédias Wikipédia en résidence, qui vont produire des contenus qui sont par nature ouverts pour être utilisés dans ce contexte-là. Il y a une question qui a été évoquée, moi, qui m'a semblé intéressante, mais c'est celle qu'a évoquée M. Girard sur la question des copies parties, qui en fait consiste à utiliser des failles juridiques de la copie privée qui permet de copier des contenus qui sont soumis à droit dans un lieu public. On peut le faire, donc ça c'est une espèce de faille juridique qui est exploitée actuellement dans certaines bibliothèques et qui, à mon avis, est intéressante à regarder. Voilà, peut-être à la connexion, on va dire, à midi, on a eu l'exemple de ce qui se fait avec le CNAP, où, pour le coup, là, on voyait ce qui me semblait intéressant, c'est que le visiteur, dans ce contexte-là, pouvait générer ses propres autobooks. Et donc, là, pour le coup, on lui donnait vraiment une posture, a priori, d'acteur, qui aurait, à mon avis, moyen de valoriser assez largement derrière. Après, quand on est passé à l'après-midi sur la table ronde et les échanges autour de la médiation, et puis principalement les visioguides et les dispositifs en exposition. Donc on voit qu'on était sur des approches qui étaient aussi très, 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 très différentes, avec des besoins différents, des besoins de contextualisation, par exemple, dans l'exemple du visioguide pour les beaux-arts, des besoins plutôt de navigation, par exemple pour la cité de l'espace, dont je retiens l'idée assez intéressante d'utiliser ces dispositifs pour engranger des contenus et pouvoir les consommer à d'autres moments ou quand on est dans une posture pour laquelle ils sont probablement plus opportuns. Donc ça, je trouvais que c'était assez original comme démarche. Mais par contre, on s'est peu posé la question sur comment le médiateur humain tire parti de ces dispositifs. Alors, il y a l'exemple de Nantes où là, c'est un dispositif in situ qui est effectivement bien pensé à la fois en lien avec l'objet physique et avec le fait qu'il puisse être débrayable et utilisé par le médiateur. Mais dans les autres cas, on pense rarement que le médiateur puisse avoir la main, pourquoi pas, sur l'appareil qu'aura le visiteur entre les mains. Et donc, par rapport aux démarches de visio-guide ou d'applications mobiles, je n'ai pas vu trop d'exemples où on a pensé à pouvoir donner la main au médiateur physique humain sur ces appareils. Et je pense que là encore, il y a tout un champ qui peut s'ouvrir, mais qui est un petit peu iconoclaste. Déjà, en donnant la main au médiateur sur des éléments qui sont dans l'espace d'exposition, on se heurte à des organisations, a priori, qui ne sont pas toujours pensées comme ça dans les musées. C'est plutôt les chargés d'exposition, conservateurs, qui ont la charge de décrire ce qui apparaît dans l'espace d'exposition. De plus en plus, les médiateurs peuvent, grâce aux technologies, avoir la main dessus. Quant à l'objet que le visiteur a dans sa main, on le pense comme étant un objet qui lui est propre. On ne pense pas que ça peut être un outil de médiation humaine aussi et interactif. Voilà.
Sur le mécénat, on avait là aussi des horizons qui étaient très différents, parfois probablement assez difficiles à transposer pour des établissements qui sont beaucoup plus petits, qui n'ont pas la notoriété de ceux qui étaient là. On a quand même deux approches très différentes entre les grands établissements culturels qui ont une marque et puis Cap Science qui, lui, est dans une logique quand même relativement différente et qui montre, lui, comment l'innovation numérique peut être un moyen dont ils se saisissent pour répondre à des appels à projets et bénéficier finalement des financements qui sont aujourd'hui adressés sur l'innovation et qui viennent positionner le musée comme un lieu d'expérimentation et d'innovation. Donc je pense que ça, c'est une démarche qui est intéressante, qui ne se prête pas forcément à tous les musées. Mais néanmoins, on a quelque chose qui faisait un peu écho quand le Quai de Branly parlait de son projet et disait notamment, dans le cadre du partenariat avec Orange, il peut y avoir des échecs, il y aura probablement des choses qui ne marcheront pas. Et on voit que derrière ça, le musée est perçu comme un lieu de confiance, à la fois pour le visiteur, mais aussi un lieu où on peut tester des choses, un espèce de laboratoire. Et je pense que la prise en compte de ce lieu de confiance est assez importante parce que quand on va faire entrer des mécènes ou des opérateurs privés dedans, il ne faut pas blesser la confiance du visiteur qui s'attend à avoir une distance de l'institution publique vis-à-vis des financements privés. Donc je pense que le musée comme lieu de confiance qui a du coup une valeur qui peut être monnayable comme lieu d'expérimentation ou comme lieu mettant en avant des apports de marque est intéressant, mais est un lieu, quelque chose qui est assez ténu et fragile.